Qu'il s'agisse de praticiens formés ou non à l'approche systémique, on a tous ressenti à un moment donné cette impression d'être comme piégé dans un labyrinthe clinique. Chaque patient, chaque client représente une nouvelle énigme à résoudre avec les tentatives de solution ou les habitudes dysfonctionnelles, pour ceux qui ne sont pas encore habitués au concept, les histoires de vie, les problèmes. Et pour éviter de se perdre dans les méandres des symptômes apparents, il nous faut des outils précis et une carte claire pour pouvoir naviguer pendant les séances. C'est évidemment l'objet de ces deux ouvrages avec une façon de fonctionner différente. Les ouvrages s'adressent aussi bien aux systémiciens en cours de formation confirmée qu'aux intervenants non formés à la systémie qui souhaitent comprendre comment interroger la relation de l'individu dans son contexte, par exemple, quand il y a une problématique, que sais-je, de phobie, de troubles alimentaires, de troubles sexuels, de problématiques dans la famille. Je vais commencer par le grand livre du diagnostic systémique et de l'intervention stratégique. Dans l'ouvrage, on ne se limite pas à une simple nosographie psychiatrique. Il plonge dans une exploration minutieuse d'un large panel de pathologies qu'on rencontre quotidiennement dans notre pratique, mais au-delà des descriptions classiques des troubles, il guide dans l'établissement d'un diagnostic systémique qui permet de comprendre les dynamiques relationnelles, émotionnelles, cognitives qui sous-tendent le comportement du patient. Ce qui notamment fait, j'espère, la richesse de cet ouvrage, c'est d'abord ce socle théorique dont a parlé Claude, avec Sésame, le continuum de contrôle, le système de perception-réaction, et avec Cyprène, Olivier va en reparler tout à l'heure, des fondements théoriques qui trouvent leur origine dans les travaux du MRI, de Lac, de Nardone, de Václavic, de Wittezel et bien d'autres. Dans toute cette partie théorique ont participé notamment nos amis, les docteurs Géraldine Talbot, Patrick Bantman, Padre Gibson, Jean-Paul Gaillard, Ritis Macronis, ainsi qu'Emmanuel Galin, Jean-Pierre Coutron et François Julien. Un manuel de référence qui balaye un éventail large de pathologies et de problématiques. Donc, c'est 23 pathologies qui sont organisées en 7 grandes familles de thématiques. Les phobies et les troubles anxieux, les troubles obsessionnels compulsifs qui sont pensés dans une lecture de processus qui se distingue de la nosographie psychiatrique habituelle et dans laquelle le rituel, par exemple, ou le doute pathologique constitue une spécificité telle que nous leur avons accordé à chacun un chapitre à part entière. La dépression et les traumas, autre thématique, les troubles alimentaires qui sont organisés en suivant les tentatives de solutions spécifiques qu'on retrouve par exemple dans le cadre du binge eating, qui n'est pas différencié dans le cadre du DSM, ou également un chapitre sur les addictions, les troubles de personnalité, et enfin les problématiques liées aux couples, aux familles, qui trouvent à la différence du DSM une place de choix au sein d'une approche qui place la relation au cœur de l'intervention. C'était évident, les conflits, les troubles sexuels, les difficultés avec les enfants et les adolescents sont au cœur de l'ouvrage. Chaque pathologie commence par d'abord un rappel historique et ce que dit la nosographie psychiatrique habituelle. Et ça permet de mettre en relief notre façon bien spécifique de questionner les problématiques et les symptômes dans cette lecture systémique des processus. D'où viennent ces pathologies? Comment est-ce qu'elles sont diagnostiquées dans une approche dite classique et comment le diagnostic systémique permet d'élargir la vision de l'intervenant, votre vision, et surtout d'élargir la vision et la perception du patient. Et c'est tout l'enjeu de ces chapitres. Si on prend par exemple l'exemple de la dépression, le livre va vous montrer comment analyser et surtout questionner non seulement les symptômes isolés de la dépression, mais aussi comment la souffrance du patient s'inscrit dans un système de relation avec lui-même, avec son entourage et avec son environnement plus large. La dépression n'est alors plus un simple état de mal-être interne, elle devient une forme de communication au sein d'un système. En suivant les étapes décrites, vous apprendrez à déchiffrer le système perception-réaction qui structure le trouble du patient afin d'en extraire des informations essentielles pour la thérapie. Ce chapitre qui est extrêmement creusé a été écrit par Padre Gibson, que je salue au passage. Le questionnement stratégique est au cœur de l'ouvrage. Dans chaque chapitre sont indiqués des exemples de questions clés qui ne sont pas simplement là pour affiner le diagnostic, elles sont conçues comme des véritables leviers pour débloquer le système du patient. Si on prend un cas concret, un patient qui souffre de troubles anxieux, les patients, par exemple, peuvent avoir mis en place des tentatives de solutions redondantes telles que l'évitement de situations sociales qui génèrent de la peur. Avec les questions stratégiques pour lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer sur ces âmes, vous allez disposer d'un support de questionnement qui vous aide à aller au cœur de la stratégie d'évitement et comprendre
comment celle-ci ne fait que renforcer leur anxiété à long terme. Une fois que le diagnostic est posé, le livre vous guide le lecteur dans l'action avec des prescriptions spécifiques. Là encore, ce n'est pas simplement un catalogue d'interventions standardisées, mais c'est une approche réfléchie, ancrée dans le système du patient. Une fois que le diagnostic est posé, vous y trouverez, pardon, des prescriptions qui sont adaptées à chaque type de pathologie en fonction de la dynamique des systèmes de perception-réaction. Et les prescriptions sont organisées par typologie. Donc, les prescriptions, par exemple, pour mieux cerner le problème et l'objectif. Les prescriptions qui concernent les problématiques d'ordre relationnel. Celles qui concernent les problématiques de régulation émotionnelle dysfonctionnelle, notamment. Si on prend un exemple classique, un patient qui souffre de TOC avec rituel, après avoir questionné et validé les tentatives de solutions redondantes, par exemple contrôle obsessionnel, vérification constante, rituel, etc., le livre propose des prescriptions paradoxales. Ces prescriptions sont destinées à déstabiliser ses habitudes dysfonctionnelles et à amener un changement progressif. L'une des prescriptions typiquement paradoxales pourrait être d'encourager le patient à exagérer volontairement ses rituels pendant un temps donné afin de lui permettre d'expérimenter la perte de contrôle qu'il provoque. C'est évidemment complètement différent de ce qui pourrait être proposé en TCC. Ici, le rôle du thérapeute n'est pas de forcer un changement en réduisant le symptôme, mais de construire un espace de transformation en douceur en s'appuyant ce qui compte pour le patient. Ici, le contrôle. Comment obtenir un meilleur contrôle en exagérant, en prescrivant le symptôme, par exemple. Et ceci va permettre de rendre possible une expérience émotionnelle correctrice et des interventions paradoxales qui visent par exemple à prescrire le symptôme pour mieux l'anesthésier. Ce livre se distingue également par la richesse des études de cas. Pour chacune des 23 pathologies, le lecteur observe comment la théorie s'applique concrètement à travers des exemples tirés de la pratique clinique. Ces études vous immergent dans des situations réelles avec des détails précis sur les processus de diagnostic, les tentatives de solutions identifiées, les prescriptions mises en place. Et puis vous trouverez à la fin sur une page une fiche résumée où vous avez tout. Vous avez à la fois les exemples de questions, les tentatives de solutions, les métaphores et puis les prescriptions qui sont généralement utilisées. En une seule page, vous avez votre fiche résumée. Et à la fin de chaque chapitre, vous trouverez, pour la plupart des problématiques, où se situe cette pathologie dans le continuum de contrôle. Donc là, c'est tout à fait inhabituel dans les ouvrages, que ce soit en TCC, en psychodynamique ou dans d'autres approches. Vous avez une observation majeure, Olivier va en reparler tout à l'heure, permettant justement de voir où est-ce qu'en général, les thérapeutes qui sont dans Cyprenne observent où se situe cette pathologie dans le continuum de contrôle? Les tentatives de solution, les prescriptions les plus observées sont présentées et sont organisées en suivant ces âmes. Donc, si à un moment donné, il y a des tentatives de solution, vous dites, tiens, vous questionnez les habitudes dysfonctionnelles et ça concerne des habitudes plutôt d'ordre cognitif, euh, vous savez, par exemple, dans le guide, que celle qu'on retrouve le plus régulièrement, c'est de chercher des réponses et des informations. Donc, ce n'est pas le guide qui fait évidemment l'intervention, mais ça vous permet de repérer, d'observer quelles sont les tentatives de solution les plus régulièrement qu'on retrouve par problématique. Où est-ce que ça se situe? Est-ce que ça se situe plutôt dans la sphère émotionnelle, cognitive, comportementale? Est-ce que ça concerne la relation avec les autres? Quelles sont les prescriptions qui sont proposées? Les prescriptions en termes cognitifs ou en termes émotionnels, quelles sont les émotions généralement présentes pour cette pathologie, avec les tendances de ces émotions, quelles sont les pathologies généralement associées ou également la comorbidité. Et enfin, et c'est tout à fait unique dans un ouvrage de ce type, quelle est l'efficacité observée avec l'approche systémique stratégique pour le traitement de ces problématiques, en combien de temps et en combien de séances? Voilà, donc c'est un réel guide d'intervention et de questionnement pour vous accompagner, je vous le souhaite en tout cas dans vos interventions.